Bonjour et bienvenue. Alors, si, comme ça a été le cas pour moi, vous avez un mode de vie relativement sain, et si vous avez une alimentation que vous pensez équilibrée, si vous faites des efforts pour suivre les recommandations nutritionnelles données par les médecins, les nutritionnistes, celles qui sont relayées par les médias, et si malgré tout cela, vous avez un problème de santé, comme le diabète, l'obésité, des problèmes articulaires, de l'arthrose, des allergies, de l'asthme, des problèmes d'hypertension, de fatigue chronique, des problèmes cardiovasculaires, un cancer, comme ça a été le cas pour moi, ou encore une maladie auto-immune ou tout autre type de maladie dite de civilisation, eh bien laissez-moi vous dire que ce n'est pas normal. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que votre corps est une mécanique parfaite, conçue pour être en forme et en bonne santé. Alors si malgré votre alimentation équilibrée, vous souffrez d'une des pathologies qu'on vient de citer, eh bien c'est que forcément il doit y avoir un problème quelque part. Alors ne culpabilisez pas, le problème ne vient pas de vous, le problème vient d'un certain nombre de croyances erronées en matière de nutrition qui vous ont été transmises, qui nous ont été transmises en fait par des personnes bienveillantes de notre entourage comme nos parents, nos enseignants, nos médecins, qui pensaient agir pour notre bien en fait en nous transmettant ce qu'on leur avait à eux-mêmes enseigné. Alors, laissez-moi me présenter. Je suis donc Roxana Pranveil, je suis enseignante et survivante d'un cancer. Et pour guérir de ce cancer, eh bien, j'ai dû entreprendre un nombre important de recherches, de lectures, dans le but en fait de découvrir quelle était l'alimentation la plus à même de me ramener progressivement vers la santé. Alors surtout restez avec moi parce que dans cette vidéo, je m'apprête à partager avec vous 5 idées reçues qui vont peut-être bouleverser vos croyances en matière de nutrition. Alors attention, il est possible que cette vidéo contrarie un certain nombre d'intérêts plus ou moins importants. Je ne peux donc pas garantir qu'elle restera longtemps en ligne, donc je vous recommande de la visionner en intégralité et surtout de la partager rapidement. Voilà, alors si vous êtes prêts à remettre en question un certain nombre d'idées reçues, et si vous pensez comme moi que chacun doit être libre de choisir en connaissance de cause et en conscience l'alimentation la plus favorable à sa santé et à celle de sa famille, eh bien c'est parti. Alors découvrons dans cette vidéo quelles sont les 5 idées reçues qui détruisent progressivement notre santé. Tout d'abord, quel est l'aliment le plus riche en calcium ? Et oui, on nous l'a répété depuis que nous sommes petits, les produits laitiers sont nos amis pour la vie et l'aliment le plus riche en calcium, eh bien ce serait le lait. Poursuivons en découvrant lequel de ces deux aliments est le plus riche en calcium. Est-ce qu'il s'agit d'un verre de lait ou bien de 100 g de choux chinois? Alors voyons, donc le verre de lait contient 114 mg de calcium et le chou chinois en contient 195 mg, donc c'est bien le chou chinois qui est plus riche en calcium que le lait. En réalité, nous allons voir que c'est le cas de nombreux autres aliments. Voici une liste d'aliments qui sont classés en fonction de leur teneur en calcium pour 100 g. Et vous voyez que le lait se trouve seulement ici avec 110 à 120 mg de calcium. Et on peut constater que les légumes verts, particulièrement les crucifères, les fruits secs, les sardines, les algues, les épices, etc. sont bien plus riches en calcium biodisponible, c'est-à-dire utilisable directement par l'organisme, que le lait. Voici donc la première idée reçue au sujet de l'alimentation santé, c'est celle qui consiste à penser que le lait est la meilleure source de calcium. En réalité, comme nous venons de le voir, eh bien, c'est faux. Alors demandons-nous maintenant à quoi sert principalement le calcium. Eh bien le calcium, là aussi on nous l'a suffisamment répété, le calcium a pour fonction de rendre les os solides. Voyons voir ce qu'il en est réellement avec ce graphique qui montre la fragilité des os dans le monde. Ce graphique est extrait du livre de Thierry Soucard, Le mythe de l'ostéoporose, et il montre la relation entre la consommation de calcium et le taux de fracture du col du fémur chez les femmes de plus de 50 ans.
Alors, que nous apprend ce document? Eh bien, nous voyons que c'est en Norvège, en Suède, au Danemark, aux États-Unis, au Royaume-Uni également. Donc, en fait, dans les pays où l'apport en calcium issu de produits laitiers est le plus important, que les os sont en réalité le plus fragiles. Alors, ça paraît incroyable. On peut se demander comment c'est possible. Et là encore, ça bouleverse un petit peu une croyance profondément ancrée. La raison est qu'en fait, une alimentation acide favorise la perte calcique. Les os libèrent du calcium pour compenser l'acidité de l'organisme. Or, il se trouve que les laitages sont acidifiants, donc favorisent la perte de calcium osseux et donc bien la fragilité des os. Voici donc la deuxième idée reçue en matière d'alimentation. Les laitages sont riches en calcium qui rend les os solides. Eh bien non, c'est faux. On peut même aller plus loin et se demander si le lait de vache est vraiment adapté à l'homme. Il faut savoir que l'espèce humaine a vécu des centaines de milliers d'années sans consommer de lait de vache, et que c'est seulement depuis à peu près 10 000 ans, depuis l'invention de l'agriculture et de l'élevage, que les humains ont commencé à consommer du lait d'autres espèces après la période de sevrage. En réalité, le lait de vache serait plutôt dangereux pour la santé. Alors rappelons qu'il est adapté à un animal, le veau, qui passe d'un poids de naissance de 25 kg à un poids de 300 kg au terme de sa première année. Donc ce qui fait que le lait est très riche en facteurs de croissance, et ces facteurs de croissance chez l'homme peuvent occasionner de nombreux problèmes, des problèmes osseux et articulaires, de l'acné, de l'eczéma, l'obésité, le diabète, les maladies auto-immunes, les maladies cardiaques, Alzheimer et même certains cancers. Et cela parce qu'en réalité, 75% des humains n'ont pas les enzymes nécessaires pour digérer le lait d'autres espèces. De multiples études scientifiques prouvent que les maladies dites de civilisation sont directement liées au pourcentage de protéines d'origine animale contenues dans l'alimentation. D'après Thomas Campbell, l'auteur du best-seller L'enquête Campbell, la caséine contenue dans le lait de vache serait même l'engrais des cellules cancéreuses. Bon, alors pourquoi nous encourage-t-on à consommer des produits laitiers? Le fait est que depuis les années 50, on distribue du lait dans les écoles. Les dépenses sont financées par les contribuables et l'Union européenne dans un but de santé publique, et parents, enseignants et médecins nous encouragent à boire du lait. Eh bien, la raison est toute simple, il s'agit de la surproduction. On peut observer ici que la production annuelle de lait par vache est passée en France de 1500 kg par an en 1900 à 2800 kg par an en 1950 pour arriver en 2016 à 8400 kg par an. Alors, on constate qu'à partir des années 50, la production laitière a fortement augmenté en raison des techniques intensives de production qui se sont développées et qui ont permis de multiplier par 4, voire par 5 la production laitière, alors même que le nombre de sites de production, dans le même temps, diminuait. Voyons ce que représente aujourd'hui d'un point de vue économique la filière laitière en France. Voici les chiffres. Alors, la France est le deuxième producteur de lait européen après l'Allemagne. On dénombre dans ce pays 500 sites de production qui assurent 54 000 emplois et un chiffre d'affaires annuel de 23 milliards d'euros. Il faut donc nécessairement trouver des débouchés à cette production, en encourageant la consommation, mais aussi par la conquête de nouveaux marchés, comme par exemple le marché chinois, qui est une des nouvelles cibles pour écouler notre production de lait en poudre, en mettant en avant l'argument marketing que le lait fait grandir. Je me suis demandé ce que disaient les recommandations nutritionnelles officielles sur la question. Et pour cela, je me suis rendue sur le site mangerbouger.fr qui diffuse officiellement les recommandations du PNNS, le Programme National Nutrition Santé, qui est lancé par le ministère de la Santé, de l'Éducation nationale et de l'Agriculture
pour améliorer l'état de santé de la population. Alors, voici ce que dit le site Manger Bouger au sujet des produits laitiers. Voici quelles sont les recommandations officielles. Donc, j'ai effectué ici une copie d'écran. Donc, on recommande la consommation de 3 produits laitiers par jour, voire 4 pour les personnes fragiles, les enfants, les adolescents, les personnes âgées. On nous recommande de varier les plaisirs, yaourt, fromage blanc, lait, etc., fromage. Et on nous explique ensuite pourquoi en consommer. Eh bien, parce que les produits laitiers sont source de calcium qui rend nos os solides. Donc, sur un site national de santé publique, on retrouve les 2 idées reçues citées précédemment, à savoir que le lait est riche en calcium qui rend les os solides, et on nous recommande officiellement de consommer 3 ou 4 produits laitiers par jour, ce qui en réalité, d'un point de vue nutritionnel, est plutôt une aberration. Alors sur le site Manger Bouger, ils ont même pensé aux adolescents qui peuvent télécharger la brochure J'aime manger, j'aime bouger, guide de nutrition pour les ados. Donc une brochure qui est spécialement destinée aux ados et éditée par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, de concert avec le ministère de la Santé et des Sports. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette brochure? Eh bien, là encore, qu'il faut consommer 3 ou 4 produits laitiers par jour. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont riches en calcium qui rend les os solides. Le plus grave, c'est que ces recommandations officielles servent de base à la composition des menus dans les crèches, les cantines scolaires, les hôpitaux, les maisons de retraite, les collectivités, etc., à la formation nutritionnelle des médecins, à l'éducation au goût dans les écoles et à l'information des consommateurs. Alors on peut se demander si on doit parler de publicité ou de propagande, parce que je pense que lorsqu'une marque agroalimentaire nous dit que les produits laitiers sont nos amis, là, c'est de la publicité. Mais lorsque c'est un enseignant, une infirmière ou un médecin qui le dit, alors là, ça devient, à l'insu bien évidemment de ces personnes qui pensent bien faire, ça devient, je pense, de la propagande. Ça paraît tellement dingue qu'on se demande comment c'est possible. Alors j'ai cherché à savoir qui était à la tête du PNNS. Alors à la tête du PNNS, on trouve Serge Herzberg. Qui est Serge Herzberg? Eh bien, Serge Herzberg est un docteur en médecine et un chercheur, et il est aussi un ancien membre du conseil scientifique de Candia. Il a collaboré entre autres avec le Centre d'information sur les charcuteries, les soupes Knorr, ou encore la margarine Fruits d'Or. Alors, lorsqu'on lit tout ça, on peut légitimement s'interroger sur la notion de conflit d'intérêts. Alors, je précise que Serge Herzberg a démissionné il y a quelque temps de son poste de chez Candia suite à la parution d'un ouvrage qui m'a d'ailleurs été utile pour la réalisation de cette vidéo. Il s'agit de l'ouvrage de Thierry Soucard et d'Isabelle Robard, Santé, mensonges et propagande. Alors, revenons aux recommandations officielles. Eh bien, ce n'est pas tout. La semaine du goût, que vous connaissez certainement et qui est organisée chaque année depuis 1990 en partenariat avec l'Éducation nationale, a été lancée par les industriels du sucre pour relancer la consommation de leurs produits. Et on éduque ainsi les enfants au goût dans les écoles à partir de matériel pédagogique qui est produit par les industriels eux-mêmes. Alors voici quelques-uns des sponsors de la semaine du goût que j'ai trouvés sur le site officiel de l'événement. Alors on peut citer par exemple Prova, Bridor, Auchan, Président ou encore le petit-déj à la française. Voici maintenant un exemple de kit pédagogique mis à la disposition des enseignants de maternelle sur le site kitecolgout.fr. Alors voici une copie d'écran. Donc on peut lire que le site est diffusé dans le cadre du Plan national pour l'alimentation et qui donne les recommandations nutritionnelles aux enfants. Eh bien là, j'avoue que j'arrive pas très bien à comprendre. Ce sont les confitures Bonne Maman. Alors surtout quand on sait que la confiture contient 60% de sucre, qui est extrêmement nocif pour la santé, on se demande ce que les confitures Bonne Maman ont à faire avec un kit pédagogique utilisé par les enseignants pour former, éduquer au goût les jeunes enfants.
Alors, profitons-en pour faire un petit point sur la consommation de sucre en France. Il faut savoir qu'elle s'élève en moyenne aujourd'hui à 100 grammes par jour et par habitant, alors que l'OMS recommande de ne pas dépasser 50 grammes. Elle a doublé en 30 ans et elle a été multipliée par 20 en 200 ans. Les sucres sont cachés, comme tout le monde le sait, dans les sodas, les confiseries, les desserts, les viennoiseries, mais aussi dans de nombreux autres aliments comme les charcuteries, les sauces ou encore les biscuits d'apéritif. Rappelons quel est l'effet des sucres sur l'organisme. Le sucre fait monter la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, ce qui oblige le pancréas à sécréter un pic d'insuline pour faire baisser ce taux, l'insuline étant l'hormone chargée de réguler la glycémie. Et les conséquences sont des hypoglycémies réactionnelles avec sensation de fatigue et de faim, le stockage de graisse sous la forme de triglycérides et à terme un risque accru d'obésité et de résistance à l'insuline, c'est-à-dire de diabète. Et il n'y a pas que le sucre qui produit ces effets, les glucides en général, les céréales, le pain blanc, les pâtes, les pizzas, les viennoiseries, etc. font monter brutalement notre glycémie et d'une manière générale, on peut retenir que plus un aliment est raffiné et cuit longtemps, plus son index glycémique est élevé. Un produit comme les biscottes, par exemple, sont ainsi une véritable bombe nutritionnelle pour notre organisme. Alors, une des conséquences de toutes ces erreurs nutritionnelles, eh bien, c'est l'épidémie mondiale de diabète. Voici un tableau qui a été publié par l'OMS sur l'évolution des personnes touchées par le diabète dans le monde, à la fois en pourcentage et en valeur absolue. Alors, on peut constater tout d'abord que dans les années 80, c'était déjà dans les pays développés, industrialisés, en Europe et en Amérique, qu'on trouvait le pourcentage le plus élevé de personnes diabétiques. Et c'était alors l'Europe qui comptait le plus de personnes diabétiques, 33 millions de personnes, donc en 1980. Si on passe sur les chiffres de 2014, eh bien, on observe que le pourcentage de personnes diabétiques a plus que doublé dans les pays méditerranéens. Et c'est dans les pays du Pacifique occidental que le nombre de diabétiques a explosé puisqu'il est passé de 29 millions à 131 millions en 2014. Dans le même temps, en Afrique, le nombre de diabétiques a été multiplié par 6 alors qu'il a été multiplié par 7 dans les régions de la Méditerranée orientale. D'une manière générale, le taux de diabétiques dans le monde, on le constate ici à travers ces chiffres, a doublé en 30 ans et le nombre a même quadruplé en 30 ans. Et ce sont les pays industrialisés qui ont été les premiers touchés, suivis par les pays en voie de développement à mesure qu'ils effectuaient leur transition alimentaire. Rappelant que la transition alimentaire désigne le passage d'un régime alimentaire traditionnel où l'essentiel des calories est d'origine végétale à un régime alimentaire plus moderne où les calories proviennent essentiellement de sources animales. Alors ces chiffres alarmants s'accompagnent aussi d'une épidémie mondiale d'obésité. Voyons ce qu'il en est en France. Alors en France, la proportion de personnes obèses au sein de la population est passée de 6% en 1980 à 8,5% en 1997 pour atteindre 15% en 2012. Et ce sont les excès de glucides, les sucres, le pain, les céréales qui sont responsables du doublement du pourcentage de personnes obèses en 30 ans. Voici donc la troisième idée reçue en matière de nutrition et de santé. C'est celle qui consiste à croire que les féculents sont source d'énergie et qu'ils ne font pas grossir. En réalité, c'est faux. La surconsommation de féculents est au contraire responsable de l'épidémie mondiale d'obésité et en partie aussi de celle de diabète. Autre idée reçue, pour maigrir, il faut à tout prix éviter toutes les matières grasses. En réalité, la vogue des 0% qui cible les graisses comme ennemis à abattre pour maigrir repose sur des arguments marketing erronés qui ont accompagné d'ailleurs l'explosion de l'obésité dans les pays industrialisés qui ont connu une vogue des 0% ces 20-30 dernières années. En réalité,
il y a des graisses, les oméga 3, l'huile d'olive, qui sont bonnes pour la santé et qui non seulement ne font pas grossir, mais aideraient même à réguler le poids et à préserver sa santé. Voyons pour finir ce que dit le PNNS au sujet des protéines. Alors voici une autre copie d'écran. On peut lire donc sur le site du PNNS, sur le site Manger Bouger, que la viande et également le poisson et les œufs, 1 à 2 fois par jour, nous apportent des protéines d'excellente qualité. Donc les protéines de qualité sont identifiées aux protéines animales. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une protéine? Les protéines constituent l'élément de base de toutes les cellules vivantes. Elles sont absolument nécessaires à la vie. Elles sont composées de chaînes d'acides aminés qui sont comparables un petit peu à un collier de perles. Alors, nous voyons ici un modèle de chaîne protéique composé d'acides aminés. Et il se trouve que les protéines animales sont les plus proches des protéines humaines. Mais une fois dans notre corps, les chaînes protéines, en fait, sont déconstruites et réassemblées un petit peu comme un collier de perles qu'on déferait pour le réenfiler. Alors, et les protéines végétales, eh bien, il se trouve que les chaînes protéiques humaines peuvent aussi être reconstruites à partir de protéines végétales issues des légumineuses, des céréales complètes et des oléagineux. Selon les végétariens, d'ailleurs, ces protéines seraient même d'une meilleure qualité nutritionnelle. En Australie, par exemple, une compagnie d'assurance propose 20% de réduction aux végétariens parce qu'il a été démontré qu'ils avaient une espérance de vie plus élevée. Alors, on peut se demander s'il est possible d'avoir des muscles solides sans consommer de protéines animales. Eh bien, la liste des grands champions sportifs végétariens semblerait le prouver. Alors, voici quelques noms. On peut citer par exemple Carl Lewis, qui a obtenu 9 médailles d'or aux Jeux Olympiques, Edwin Moses, qui a été 122 fois d'affilée championne du 400 mètres et Martina Navratilova, qui a obtenu le plus grand nombre de titres de l'histoire du tennis, ou encore Fauja Singh, ce centenaire qui a réussi à courir un marathon, ou enfin Patrick Baboumian, qui est considéré aujourd'hui comme l'homme le plus fort du monde, qui est vegan et qui récemment a porté un poids de 500 kg sur une distance d'à peu près 10 mètres. Alors j'en arrive à la 5e idée reçue en matière de nutrition que je voulais aborder dans cette vidéo. C'est celle qui consiste à dire que les protéines animales et la viande en particulier sont l'unique source de protéines et qu'il faut en manger 1 à 2 fois par jour pour avoir de bons muscles. Voyons maintenant à quels résultats en termes de santé publique ces idées reçues ont conduit. Alors en France, on dénombre aujourd'hui 6,5 millions de personnes obèses, 3,7 millions de personnes souffrant de diabète, 108 000 décès par an en raison des maladies cardiovasculaires et 148 000 décès par an de cancer avec 355 000 nouveaux cas diagnostiqués. Alors on peut se demander pourquoi, dans ces conditions, l'État laisse-t-il faire ? Eh bien, la réponse, c'est que l'État est soumis à une double contrainte. D'une part, l'État doit veiller à la santé publique et d'autre part, il doit également préserver les intérêts économiques du pays. Car regardez quel est le poids de l'agroalimentaire dans l'économie française. L'industrie agroalimentaire aujourd'hui est le premier secteur industriel. Elle représente 427 000 emplois. La France est la première puissance agricole de l'Union européenne, le 4e exportateur agroalimentaire mondial, ce qui représente un chiffre d'affaires annuel, par exemple pour 2016, de 44 milliards d'euros. Il se trouve que les secteurs phares de notre agriculture sont justement, nous allons les découvrir maintenant, les céréales, les pâtes et les produits de boulangerie pour lesquels nous occupons le 1er rang mondial, les produits laitiers et d'élevage, 3e rang mondial, et enfin le sucre où nous nous plaçons au 7e rang mondial. Donc des produits dont il est justement prouvé que la consommation nuit à la santé. Alors comment a-t-on obtenu ces résultats ? Eh bien grâce au modèle agricole productiviste, qui consiste à produire en masse au coût le plus bas possible avec la plus grande marge possible pour les industries agroalimentaires. Prenons un exemple. Voici comment est produit le jambon, présenté comme une source de bonnes protéines.
Alors, il faut savoir qu'en France, la plupart des cochons sont élevés dans des cages où ils subissent des mutilations, leurs mouvements sont entravés. Les femelles allaitent aussi dans des cages. Les mâles sont castrés, parfois sans anesthésie. Ils développent du coup des troubles du comportement, deviennent agressifs et sont traités par anxiolytiques et abattus au bout de 4, 5 à 6 mois. Alors, bien évidemment, ce modèle agricole productiviste a des conséquences. Il s'agit de la dégradation de la qualité des aliments. Les produits sont raffinés, traités, colorés, aromatisés, chauffés, modifiés, remplis de pesticides, d'engrais chimiques, d'OGM. La viande contient des hormones, des antibiotiques, des anxiolytiques, etc. Et tous ces poisons, eh bien, se retrouvent dans notre corps. Pourtant, malgré les évidences, dire que les maladies de civilisation sont proportionnelles à la part de protéines d'origine animale contenues dans l'alimentation, que les produits céréaliers, les sucres, les glucides sont la principale source d'obésité et de diabète, que les méthodes de production intensive ainsi que la transformation des aliments sont dangereuses pour l'homme, eh bien tout ceci serait suicidaire pour l'économie française. Donc plutôt que d'agir au niveau de la prévention, ce qui supposerait une remise en cause totale du modèle, on préfère s'orienter vers la recherche de palliatifs, de solutions palliatives qui sont commercialisables, qui ne résolvent pas les problèmes, mais qui en atténuent simplement les effets. Alors prenons l'exemple du diabète. Voici les nouveaux systèmes qui sont mis au point pour faciliter la vie aux personnes diabétiques. Donc, plutôt que de se piquer, les patients se font poser un petit boîtier sur le bras tous les 15 jours en milieu hospitalier pour un coût d'environ 60 € et ils peuvent connaître leur taux d'insuline en scannant tout simplement leur bras avec un boîtier électronique. Donc, on a là un exemple de palliatif. On n'est pas soigné, on est toujours malade, atteint du diabète avec ce dispositif-là, mais on vit mieux avec sa maladie. Alors, pour les laboratoires qui ont mis au point le dispositif, cela représente un marché potentiel de 3,7 millions de diabétiques pour un coût de 2 fois 60 €, donc 120 € par mois et par patient. Cela représente environ 1400-1500 € par an et par patient. Si on multiplie par 3,7 millions de personnes diabétiques, ça représente plus de 5 milliards d'euros par an pour les laboratoires qui commercialisent ce type de dispositif. Alors, à ce tarif-là, cela n'intéresse personne de dire que par de simples changements alimentaires gratuits, il est possible de guérir et de prévenir le diabète ou d'autres maladies dites de civilisation. On préfère rechercher des solutions technologiques pour maintenir les gens en vie le plus longtemps possible à l'état de malade en rémission, dépendant de substances chimiques qui, quant à elles, rapportent de l'argent. Voilà, sans parler des chimiothérapies, par exemple, que je connais bien malheureusement, et qui rapportent en moyenne 35 000 € par an et par patient au laboratoire qui les commercialise. Alors voici un petit schéma que j'ai réalisé pour présenter en résumé le fonctionnement de notre système. Alors on utilise massivement des produits chimiques, ce qui provoque une dégradation de la qualité de la nourriture, mais permet une forte hausse de la productivité agricole. Du coup, on recherche des débouchés grâce à la publicité, également à l'éducation au goût dans les écoles, on l'a vu. Cela entraîne une dégradation progressive de la santé à laquelle on fait face par la recherche de palliatifs, de médicaments ou de solutions hautement technologiques qui permettent de prolonger la vie des malades tout en les rendant dépendants de substances chimiques. Alors, entre les industries chimiques, les industries agroalimentaires et les industries pharmaceutiques, eh bien, il y a un point commun. C'est que dans les 3 cas, on a quelque chose à nous vendre. Mais alors, dans ces conditions, à qui se fier pour savoir ce que l'on doit consommer? En matière nutritionnelle, nous avons vu qu'aujourd'hui, on trouve un petit peu tout et son contraire, parce que les industriels de l'agroalimentaire ont infiltré les instances qui s'occupent de diffuser les informations nutritionnelles. Ils influencent les études scientifiques à l'origine des recommandations nutritionnelles et distribuent des brochures d'information destinées aux salles d'attente des médecins et même, on l'a vu, des kits pédagogiques pour les écoles. Mais attention,
Accuser les industriels n'est pas la solution. Pourquoi? Parce que nous sommes co-acteurs du système. Les industriels, en réalité, produisent ce que nous sommes prêts à acheter. Donc, en consommant différemment, nous avons le pouvoir de changer les choses. Le consommateur est roi et nous sommes les consommateurs. Si nous consommons autre chose, eh bien, ils produiront autre chose. Alors, quelle est la solution en matière de santé? Eh bien, devenir acteur de sa santé et se faire une idée par soi-même en étant particulièrement attentif à la source de l'information. Concrètement, manger bio et local, manger le plus possible de produits sous leur forme naturelle, fruits, légumes, bonnes céréales complètes, légumineuses, fruits secs, poissons riches en oméga 3 et bonnes huiles, faire du sport, avoir une activité physique quotidienne et surtout prendre soin de sa santé à titre préventif pour ne pas avoir ensuite besoin de médicaments. Alors merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le blog Mieux qu'avant que j'ai créé pour partager les ressources qui m'ont été utiles pour guérir d'un cancer ou encore si vous souhaitez des renseignements pour un accompagnement individuel, vous pouvez me retrouver sur le site www.harmoniecoaching.fr. À très bientôt.